Bon, j'ai remarqué qu'avec un grand besoin de se taire et du silence que vient cette envie irrésistible de parler enfin, pour ne rien dire, ou au contraire, pour dire vraiment quelque chose. Bienvenue encore. Merci d'être venu encore au sanatorium pour me voir, pour t'amener à moi, pour qu'il soit enfin deux en un. Cher ami, un gratte-ciel fait ce genre de changement climatique dans un seul quartier. Horrible. Pour que l'homme enfin parle, je parle du premier homme, il fallait que la nature se taise. Une fois la nature tue, l'homme a découvert qu'il pouvait, lui aussi, il pourrait parler, crier à l'absence de la femme ou la femme qu'il a rencontrée une fois et dans le nomadisme éternel, ils se sont séparés avant ou après l'accouplement. Et nous qui sommes venus après tant de milliers d'années pour voir l'état des lieux, pour voir l'état de santé du sanatorium de notre planète, nous voyons par terre des objets, des morceaux brisés, des étranges objets, comme un archéologue venu de Mars. Oui, je viens de loin, chaque fois de loin, pour me retrouver en fait dans ce sanatorium, pour te voir. Remarquez que avant que les hommes inventent la parole et se parlent entre eux, il fallait qu'ils trouvent une moyen de parler ou communiquer ou dominer ou faire taire l'animal. Oui, d'abord, il fallait que l'homme domine ou s'entende avec l'animal avant qu'ils s'entendent entre eux. Pour peu que la terre, l'animal, les eaux déchaînées, le feu du forêt, tout ça sont dominés, l'homme était attirant par son autrui, parce qu'il avait montré qu'il était capable de faire quelque chose, et il fallait être ensemble plutôt que seul. D'abord, ils se sont promenés ensemble sans rien dire, à l'absence de mots et de langage total, mais ils faisaient un geste de tête et de bras pour montrer, et puis un geste avec le nez, avec l'œil, avec le regard. Tout un système était déjà institué d'emblée et pour l'éternité. L'homme adamique, quoique ce soit son nom scientifique, Néandertal ou autre chose, il y en a eu des milliers de catastrophes pour qu'il se disparaisse sur Terre, pour que le système de signes s'écroule et on recommence avec les anagrammes de Terre. Chaque fois la tête sortie de la Terre, il s'engloutissait de nouveau. C'était dur d'être érecté. Tout était s'encroulant, tout était engluant, tout était brûlant, inflammable, tout était asphyxiant. Il n'y avait que des
crabes sur les rochers et des moustiques par milliers. Enfin, ils se sont réunis en horde, mais ils se parlaient finalement très peu. Plus tard, ils ont commencé à parler une fois par an, chaque fois dans la même journée, chaque fois dans le même mois. Ils dansaient, seulement dansaient, et parole venue après. Quand la mort venait pendant la chasse, quand l'ami était tué comme une bête chassée, alors, un moment, il ne savait pas quoi faire. Il n'arrivait pas à distinguer la bête et l'homme, mais quand ils sont amis, alors il choisissait l'homme pour amener, pour l'enterrer, pour l'incinérer. Et il a appris à ne pas manger son ami. Auparavant, ils mangeaient ensemble leur ami quand l'ami est mort. Mais l'ami dévorait, interjectait, ça faisait vomir. Il ne comprenait rien de cela. Il fallait bien cuire l'ami avant de manger. Mais ils se sont dégoûtés de manger l'ami. Ils ont gardé l'ami sur terre, en cendres dispersées. Chaque fois la femme engendrait un autre, l'homme voulait manger le bébé. Et il a appris, par force, de ne pas manger son petit bébé. Par une drôle de mimétisme, le visage de bébé ressemblait à la mère. Et ça faisait penser, on ne trouvait pas la signification. Donc, au lieu de manger le bébé, on la nourrissait ensemble. Et bébé était mascarade, un mimétique, ontologue. Mais ce mimétisme est mal fini. Bébé soit esclave, soit obéit. Le père enragé, son père, il en usait de ce mimétisme sans délai. Et avant Abraham, il y a eu tant d'Abraham pour ne pas sacrifier son petit bébé. Mais Abraham, et avant Abraham, pénultième Abraham, un jour, une nuit, a vu un rêve pendant son sommeil et il devait dévorer son fils. Il avait envie, mais il a appris de ne pas faire. Et c'était la transcendance. Isaac, par mimétisme, comme son père, il disait « Sacrifie-moi, sacrifiez-moi, je suis prêt, mon père. » Le père Abraham, il était orgueilleux et il aimait son fils, mais il voulait le dévorer. Abraham a choisi de faire de son fils le premier animal totem, intouchable, haram. Abraham, pendant sa jeunesse, il a eu plusieurs Arabes comme maîtresse. Et puis, il a trouvé ses Hagar. Il a passé un long temps. Et il a eu un fils qui s'appelle Ismaël. Mais Hagar, elle était un peu fatiguée. Et maintenant, il y avait une femme qui voulait Abraham. Et Sarah, elle était vieille, elle était riche, avec beaucoup de nourriture. Il y avait beaucoup de chants mimétiques dans le Kaaba de père d'Abraham. Et il en faisait de mimétisme dans le Kaaba. Et Abraham en usa du mimétisme avec son fils Ismaël.
Mais Sarah est venue d'une autre tribu. Elle ne voulait que de lui et pas de sa femme, Hagar. Elle les a envoyés après le rêve. Abraham vieillit, il voulait finir avec son père et son jeu mimétique, avec Ismaël. Il a chassé de la maison Hagar et Ismaël. Mais il a voulu un autre fils. Sarah, elle était très vieille pour ça. Abraham se coupait de son père et de son fils, mais il voulait un autre fils, pas mimétique. Mais Sarah, elle a fait un effort, elle a donné un fils, mais elle l'a fait promettre de ne pas toucher par mimétisme. Abraham a tenu sa promesse, mais pendant ses rêves, elle faisait des mimétismes. Mais il avait promis à Dieu, au Dieu de Sarah, pour ne pas faire. Donc, il voulait couper son fils. L'âge venu, Isaac était prêt, comme chaque arabe, mais Abraham a tenu sa promesse et il a voulu montrer à tout le monde couper son fils. Mais le Dieu de Sarah, de notre tribu, est venu en extrémis pour couper. Couper était coupé, deuxième fois. Le chemin, un grand ciel fait ce chant. Le chemin, un grand ciel fait ce chant de changement climatique dans un seul quartier. Horrible. Je n'ai pas blasphémé, je n'insérerai pas ce papier comme une mission impossible, mais ce fut une mission impossible. Je n'ai pas blasphémé, je n'insérerai pas ce papier comme une mission. Je n'ai pas blasphémé, je n'insérerai pas ce papier comme une mission impossible, mais ce fut une mission impossible. Je n'ai pas songé cette histoire, on ne m'a pas raconté, mais j'ai songé un tribu, par exemple chaldéenne, par exemple syriani, mais dans une petite coin de village, tout reculé, on racontait de cette façon cette histoire. Je n'ai pas rêvé cette histoire, j'ai songé que quelqu'un de syriaque m'a raconté cette histoire en syriaque et je l'ai compris ainsi. Il fut un temps que ce n'était pas interdit de faire des variations de l'histoire. Chaque tribu racontait son propre histoire sur la même histoire et ça faisait une déclinaison en chanson, en danse. J'ai connu un dingue belge en Kurdistan qui racontait cette histoire dans tous les villages pendant des années. Mais on l'a raconté d'une façon qu'on changeait des noms, mais le personnage était connaissable, c'était le jeu de troubadour. Abraham adamique a fait une ligne de démarcation entre le monde des animaux et chez soi. Et cette ligne était invisible. Les animaux ont appris de rester dans une distance respectable. Et adamique Abraham aussi, avec ses fils, ne dépassait pas cette ligne de démarcation. C'était comme le jour et la nuit, et le péché et la récompense. Le rêve, c'était la nuit, et dans la journée, c'était le travail. Abraham, c'était le premier homme qui a inventé le travail avec son fils. Parce que son père, dans le Kaaba, il organisait des chansons et des danses mimétiques. Il ne travaillait pas,
il produisait des idoles mimétiques. Donc Abraham Adamique, c'était le premier homme qui est sorti de classe spirituelle des temples. Il n'était plus du temple. Il voulait gagner sa vie toute seule avec sa femme et non pas de ramasser des jeux et des mimétiques argent. Chaque fois un temple écroulé, il y a toujours un monothéisme en spectre. Dans le temple de Salomon, il y avait beaucoup de jeux mimétiques, mais en justice. Et une fois le temple s'écroulait, avec la mort d'Absalom, et maintenant tout est disparu en Kurdistan. Comme il y avait beaucoup de jeux mimétiques dans le temple, Salomon a appris l'attachement de mère à ses fils. Et par un jeu mimétique, il a fait son justice selon la femme. Et on n'a pas coupé en deux le fils unique. Le fils est resté intact, appartenant à une mère unique femme. Et c'est ainsi la famille est instituée du côté de la mère. Le père est civilisé bien après. Avant que cette histoire soit racontée par une personne première, c'était écrit en incipit dans une pierre d'amalgame sur un anagramme. Et c'était liseuse des pierres qu'on déchiffrait les signes. Et on faisait des chants et des danses, mais c'était Pierre qui parlait d'abord. On dressait deux colons sur une plaine d'hommes et on regardait, on entendait des sifflements par les vents. Si les deux colons parlaient, alors les dieux voulaient du bien. Bienvenue encore. Vous m'avez apporté un poème très très joli. Vous avez, je suppose, écrit pour moi. Oui, ça me plaît. Je n'ai pas compris le tout, mais il fallait que vous écriviez comme ça, au lieu d'enregistrer et m'envoyer. Vous allez venir, j'espère, un jour en personne pour me visiter. J'étais venu en personne pour voir, mais on m'a dit que vous étiez dans le jardin et je ne vous ai pas trouvé. Donc, j'ai laissé cet enregistrement. J'étais dans le jardin toute la journée, mais avec les chiens, j'ai tracé une ligne de démarcation et puis, dès lors, je suis tranquille, mais je ne peux pas bouger à l'autre côté du jardin, c'est-à-dire côté nuit, rêve. Donc, vous devrez séjourner dans la journée. Et moi, je dois ma journée dans la nocturne. C'est ça la ligne de démarcation entre nous. Vous avez dit séjourner dans la journée et ajourner dans le nocturne. Je trouve c'est fantastique à penser. Et oui, je vous entends, vous pouvez parler, je suis dans le balcon. Appelez-moi. L'autre jour, vous m'avez dit que vous avez ouvert tous les tiroirs et toutes les étagères et vous n'avez pas trouvé. C'était quoi ce que vous cherchez? J'ai cherché Ingirum nocte, consumimur ingir. Alors pourquoi chercher du feu dans le placard? C'est le brûle tout, le placard, ou avez-vous brûlé avec le placard? Pour l'instant, je ne peux rien dire sur le feu. Vous savez, j'avais fini une œuvre, mais il y a déjà 4 ans, sur le feu, mais ce qu'on appelle un véritable sanctuaire du feu, qui s'appelle en Kurdistan Ateşkene.
Et ça n'a rien à voir avec les petites incinérations qu'on trouve dans les sanctuaires en Inde, qu'on appelle crématoire chez vous. Bon, alors je vous rejoins et on va en parler plus longuement de ce feu qui vous intéresse, moi aussi. Oui, je suis sur le chemin. Je vais vous rejoindre. Et j'ai l'impression de vous parler de loin. Je vous entends de loin. Et vous aussi. Mais chaque fois que vous dites sanatorium, je crois qu'il s'agit d'une école des beaux-arts ou d'un conservatoire. Parce qu'il me semble que le mot turc sanat veut dire les arts, n'est-ce pas? Oui. On est presque arrivé. Et que dites-vous en fait? Le côté mer ou le côté montagne magique? D'abord les chevaux. Oui, ils se communiquent, les chevaux. Donc, à mon avis, en fait, l'homme, ce qu'il a réussi de meilleur dans ce monde depuis qu'il est devenu humain, en fait, quand même, domestiquer les chevaux, plutôt être ami avec les chevaux, avec le cheval. Une amitié infinie, c'est incroyable. Et ils se sont communiqués de loin, maintenant ils se rejoignent. Plutôt, le nouveau venu vient et l'autre reste et l'accueille. C'est un moment inoubliable. Oseriez-vous monter sur un cheval? Oui, bien sûr, comme dans mon enfance. Mais ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas éperon. Je n'ai pas de fée non plus. Eh bien, les chevaux sont là. Et on achève bien les chevaux aussi. Pourquoi allez-vous me faire descendre à la plage? C'est encore pour me faire parler. Histoire de Montmartre, Montparnasse, et les urnes, les cendres à disperser à la mer. Qui est mort? Qui est mort? Mon ami est mort depuis 35 ans. Il est mort depuis longtemps. J'ai fait un deuil en écrit. Donc, les cendres, ça n'existait pas seulement. Il y avait des documents, des poèmes dans sa maison. Et cela, on a ramassé, voilà, on les a donnés à sa famille. J'ai gardé un pipe, quelques poèmes, quelques photos aussi. Il n'y avait pas d'urne, il n'y avait pas de cendre, il y avait de poussière dans les livres, dans les papiers. Mais c'était du vécu, vraiment vécu. Oui, on était très jeunes avant de partir vers le lointain, les études finies. C'était la fin de l'été, encore automne, au bord de la mer, sous les ponts et dans quelques ports. On s'est amusé, on a bu et on s'est couché. Et je suis parti et je l'écris. Et puis, un an après, avant qu'on s'ait vu, j'ai appris qu'il était mort, assassiné. Toute courte histoire, mais ça m'a intrigué pendant quelques années. Et mon œuvre de petit volume qui s'appelle Über Göttlich.
le titre en allemand, mais le contenu en turc, il me semble. Quand j'ai dit on s'est amusé, j'ai un peu abusé. On était triste, je devrais partir. Il était fiancé. Bon, j'ai écrit, on se promenait et j'ai bu, je me rappelle plus. Mais dans quelle année avez-vous commencé à écrire Über Göttlich? À Paris, en fait, j'étais en 1884-5. Donc, ce que j'ai écrit en premier, c'était ça à Paris. Premier écrit en turc à Paris, je crois. Il y avait 2 autres livres écrits en Turquie. Et donc, pendant l'incendie, vous étiez tout seul. Oui, mais j'écrivais aussi, en fait, en pensant, et je me promenais dans les cimetières de Montparnasse. Effectivement, c'est la première année, il y avait un hiver terrible, et soit les cimetières, soit le quartier général fermé. Donc, dans les cimetières, vous avez vu les catacombes, les urnes et toutes les autres colifichets catholiques. Oui, et aussi les bougies, en fait, on n'avait pas l'habitude de voir des bougies. C'est un peu mascarade. Enfin, le cimetière de Montparnasse, c'est pas très intéressant par rapport à la Père Lachaise, quoi. Vous avez perdu votre père, je crois, il y a quelques années, assez récent quand même. Avez-vous de temps en temps des visites? Je crois qu'il était dans le martyrdom de Nekapı. Non, au départ j'y allais chaque fois que je suis libre, mais de loin je pense encore plus. On m'avait dit 1000 fois que c'est tout à fait autre chose perdre un père et je ne comprenais absolument rien. Et finalement j'ai compris, c'était inexplicable. On dit que la philosophie c'est la préparation de longue date à la mort, mais la littérature aussi, n'est-ce pas, de ensemble. Peut-être que il fallait commencer très tôt pour préparer, par exemple, à une mort d'amis, à une mort paternelle, maternelle. Sans préparation, c'est encore plus délirant peut-être. Avec la préparation, c'est encore différent. Mais il me semble que le dernier mort, en fait, votre père, c'était d'abord très récent et vous avez amplement travaillé. Vous travaillez depuis toujours, mais je crois qu'il y a une transformation radicale dans vos pensées, dans vos écrits, dans les manières. Peut-être que c'était un aboutissement, vous finalisiez quelque chose. Certes, mais ce que j'ai vu première fois dans ma vie, c'était un enterrement musulman. Non pas enterrement, mais avant l'enterrement, disons, je ne trouve pas le mot, mais lavage, c'est-à-dire extrême-onction, c'est pas le mot exact, c'est pas le concept, c'est vraiment lavage dans un endroit spécial. Et dans ce lavage, j'étais toute seul spectateur, seul responsable, seul descendant, seule progéniture, mâle, un mâle. Et ce fut tremblant. Pas crainte, pas du tout crainte, mais tremblant. Mais vous connaissiez déjà quand même baptême dans l'eau, diverses sortes de baptêmes, extrême-onction, et il y a une longue tradition, incinération, toutes les pratiques. Oui, je savais tout, mais c'était pas
opération bureaucratique, c'est pas un lavage physique. Il s'agissait d'un lavage physique avec l'eau, lentement, longuement, mais il s'agissait d'un précepte de la religion. Donc, ma présence, c'était pas prière, mais c'était un rituel. C'est pas un n'importe quel rituel, c'est pas un accessoire, c'est pas une formalité, mais c'était vraiment l'acte même de foi. L'acte, actualisation de la foi, présence d'une foi. Non, enfin, je fais pas de fantaisie, mais je dis sincèrement, j'ai assisté à un acte de foi et je n'avais pas un substitut, je n'avais pas un remplacement, je n'avais pas un autre fils, un frère. Et j'étais très loin, je suis arrivé in extremis au temps et j'ai fait beaucoup de voyages pour arriver à ce point précis, à cet endroit, à une sépulture avant sépulture. Voilà, dans toute nudité, un événement difficile à digérer. Mais quel rapport avec votre ami ou avec les écrits Hubert Göttli qui étaient déjà assez restés passés? Ce lien, ça devrait être un baptême du feu. Non pas baptême du feu, il n'y avait pas de feu, il y avait du tabac en fait. Je commençais très tardivement au tabac, à cause de ça en fait. Dès que mon ami il est mort, j'ai commencé parce qu'il fumait. Il avait un pipe, on l'a trouvé à la maison à Scelet. Donc je l'ai utilisé première fois pour fumer. Et voilà, une sorte de tabagisme commençait ainsi. D'où le sanatorium. Oui, dans le livre de Jacques Derrida, Circonfession, il y a beaucoup de morceaux confessionnels. Et il disait que je suis à la fois mon cendrier et mon cendre. Et il se consumait, d'où Ingirum et toute cette thématique qui m'impose, sans savoir en fait, parce que quand j'ai commencé à écrire cette œuvre, une autre somnum, Ateşkene, je connaissais tout ça, mais par curiosité en fait. C'est une biographie d'une autre personne, etc. Bon, mais Ateşkene m'enflammait en écrivant. Et c'était juste après la mort de mon père. Je ne sais pas si c'est la seule raison, c'est inexplicable, mais j'ai découvert tout l'Orient, le Coran aussi. En fait, il ne faut pas parler de ces choses-là. Je connais encore peu, mais j'étais dans une découverte et incinération à Ateşkene, c'est-à-dire le lieu de sacrifice ou de rituel avec le feu. C'est très manichéen, zaradoustrien et très anatolien de l'Est, m'a fait connaître tout un autre monde. C'est pas la première fois, mais spirituellement et dans cette intensité, on peut dire que oui, c'était le commencement. Pourtant, le commencement était déjà fait depuis de très longues dates avant d'aller à Paris. Oui, incinération, ça commence très lente. On ne comprend pas que ça brûle. C'est souterrain. C'est un travail souterrain avec les discontinuités. Parce que ça ne peut pas continuer avec le feu. On ne peut pas jouer avec le feu.
Un lien qui fait l'affaire. En fait, maintenant, tout de suite, j'ai réalisé que ce pourquoi je suis là, et non pas dans cette île ni dans le sanatorium, mais dans ce point exact. Oui, c'est très beau et c'est fantastique, extraordinaire, c'est rare, mais il y a il peut y avoir une autre raison parce que j'ai maintenant tout réalisé et je n'avais jamais pensé. Pourquoi je parle aujourd'hui de cet ami mort? Ben, effectivement, cet automne célèbre, avant de partir à Paris, je cherchais des connexions, French Connection, à Istanbul. Donc, cet ami m'a donné un rendez-vous dans le club d'économistes à Taksim. Donc, il m'a dit qu'il va avoir des numéros de téléphone si j'attends un peu, etc. Il a organisé quelque chose et il m'a donné une connexion à Paris. Donc, c'est les gens qui peuvent éventuellement m'aider pour m'orienter, etc. Donc, à partir de cette famille que j'ai connue, effectivement, une autre famille dont les descendants que chacun d'eux me sont très chers et a une liaison à la fois dans cette île, à la fois dans ce point précis. Bien sûr que je ne peux pas donner des noms, mais oui, j'attends le spectre et je suis des spectres venant et allant. Et c'est ça, le moyen de communication le plus sûr, venir dans le lieu et attendre, et jusqu'à la mort. Parce qu'il est beau, parce que l'endroit est beau, le lieu, rien n'aura eu lieu que le lieu finalement. Parce que ce lieu, c'est pour tout le monde, mais il n'y a personne, heureusement je dirais. Voilà, il y a une intrigue inexplicable dont je n'ai pas fait compte. Maintenant, je réalise peu à peu. Sans cette discussion, ça resterait encore très opaque. Je ne veux pas que ça soit trop transparent non plus, mais il y a plusieurs accroisements. C'est un point de nœud de connexion. Je vais vous montrer, il y a un slogan sur le mur ici qui dit, comme c'est au bord de la mer, complètement déserté, donc c'est quelqu'un qui a attendu comme moi, et il a écrit un slogan sur le mur qui est écrit en turc, je le traduis pour vous. Un jour, ce navire arrivera. O gemi bir gün gelecek. Mais la hantise du lieu, de ce lieu-ci, avait commencé depuis longtemps en fait. Chaque fois que j'ai un ami, je le fais venir d'une manière ou d'une autre, sans se percevoir à ce point précis. Chacun doit passer, s'il veut, si elle veut, en fait, de ce point, juste pour se promener. Hein. C'est une thèse d'une petite papier de tournesol, pour tout le monde. Donc, l'épreuve de la géographie, c'est une sorte de géophilosophie, ou peut-être géo-amour. Oui, j'ai eu des amoureux, des ânes, amoureuses, amourances, etc. Et c'est très lié parce qu'il s'agit d'un manque de perte d'objets partiels, etc. C'est très connu et c'est un passage obligé. Mais il faut dépasser tout ça s'il y a un lieu encore plus haut. Bon. C'est tellement beau regarder une forêt, ça fait pleurer. Oui, j'avais une amie
à Paris qui était en visite sur Paris. J'avais un travail dans la journée. Le soir, on se demandait qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Et elle me disait que, bon, j'ai assisté à un enterrement. Ah bon? Qui est mort? Je ne sais pas. Je visitais juste le cimetière et il y avait un enterrement, j'ai assisté. Ah, tu ne la connaissais pas? Non, me disait-elle. Ben, aujourd'hui aussi, en montant la montagne magique, il y avait plein de gens qui descendaient vers le port avec les camions, minibus qu'on n'a pas d'habitude parce que dans les îles, il n'y a pas de permission de conduire pour les véhicules motorisés, sauf pour les travaux. Alors, il y avait du monde que je n'ai jamais vu qui descendait et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe alors. Elles m'ont dit qu'il y a un enterrement aujourd'hui après-midi. J'ai dit, ah bon? Tout d'abord, auprès de sanatorium, en fait, tout près, dans la forêt, il y a un cimetière musulman à côté, grec, et l'un de ses amis, une amie dont j'ai fait allusion, elle, dans la nuit, en passant la forêt, chaque fois, elle voulait passer par le cimetière. Et je disais, pourquoi? Parce que, bon, il y a bien sûr un ami mort, Jean. Elle passait, enfin, elle changeait, elle rallongeait le chemin, elle passait par là, elle disait quelque chose dans le cimetière, oh, nous attendions. Un autre point de jointure, je dirais, avec cette île, avec cet endroit précis. Alors, très longtemps, mais pas trop, je venais tout allègrement et paisiblement aux îles. J'étais dans un bateau, je lisais parce que j'avais pris un livre de Abraham et Maria Torok qui s'appelait Écorce noyau, je crois. Donc, j'ai découvert ces deux psychanalyses. À partir de ces deux psychanalyses, l'histoire de Jonas. Parce qu'ils analysaient, Maria Torok et Abraham Torok, je crois, ils analysaient le poète tchécoslave Babitz qui avait écrit sur Jonas. Là, j'étais très passionné. Là, effectivement, pourquoi Jonas? En fait, Jonas a une liaison avec la mer, en fait. C'est pas le dieu pagan, le Jupiter, ça n'a rien à voir. Mais quand il s'agit des eaux, des îles, la mer, alors dans le monothéisme, il y a une référence qu'on ne peut pas détourner, c'est Jonas. Donc Jonas, un livre de psychanalyse, donc conseillé par Jacques Derrida, parce que Jacques Derrida avait écrit une préface à leur livre qui s'appelle Force, etc. Ces liens de connexion, c'est à penser, c'est pas fini, mais je me suis trouvé un jour, par hasard, c'est pas le jour où j'ai connu, j'ai saisi l'histoire de Jonas et à partir de là, toute l'essence de Torah et puis toute histoire compliquée de Coran. Bien sûr, j'ai écrit un article à peu près académique, je l'ai publié, je l'ai republié, j'ai raconté, personne n'a rien compris. Et
dans un temps, c'est pas le même temps, je me suis encore trouvé par hasard dans cette île, donc, tout seul, et j'ai fait un film, entre guillemets, sur Jonas. Et c'est pas un seul film, hein. Il y en a plusieurs, une série préparation, préparatoire, prépodeutique. Bon, c'est une longue préparation. C'est comme une petite courte histoire dans le Torah, dans le Coran aussi, très parsemé, divisé dans les diverses sourates. Une petite histoire, mais la préparation à cette histoire, dont il s'agit de l'appel, trop long, inextricable, comme Confession d'Augustin. Voilà, j'avais mal. Enfin, c'est très archaïque comme histoire, très sumérien, babylonien, kafkasien, comme Gilgamesh. C'est quelque chose de très archaïque, très anthropologique, un anagramme. Une anagramme est suffit pour raconter tout. 1, 2, 3, quelques signes, comme signe de croix. Jacques Derrida ne dit pas quoi, mais il dit lacet, entrelacement. Ben, j'ai tout compris. D'accord. Et dans le feu, la cendre, il dit, prends-moi du lac et incinère, brûle-moi, disperse mes cendres, etc. Bon. Avant de devenir histoire de feu, j'ai passé, et ça commençait à Paris, sur cette histoire de lac, lacet, l'eau, lacet. Ça ne se terminait pas. Je n'arrivais pas à étudier correctement quoi que ce soit avant de finir cette histoire de métonymie interminable de lac, lacet, entrelacement. C'est avant le baptême de feu. Pourquoi lac? Pourquoi l'eau? On est très dans les éléments élémentaux. Je sais. Jacques Derrida prétend que l'être est très substantiel, etc. encore, mais le peu incinération, c'est pas comme ça. Et devenir cendre, c'est pas de l'être substantiel, changer de forme, devenir trace d'elle-même, c'est très chic. Feu la cendre, ça m'enrichit beaucoup. Ça m'enrichit beaucoup. C'est une autre stade. Après avoir passé de lacet, et une sorte de baptême de feu, et dépasser un baptême de l'eau, on tourne en rond encore. Inquirum. On tourne en rond en se brûlant. Combien de temps ai-je bien dormi? Je ne peux pas savoir parce que moi aussi j'ai dormi. Avez-vous allé avec moi? Un peu avant. Aviez-vous déjà écrit une tragédie? Oui, pendant ma jeunesse, j'en ai essayé. Et quel était le titre? Un roman de Kadelga. Ah, ça concerne encore la mer. Kadelga veut dire navire, n'est-ce pas? Un roman de navire. Non, Kadelga, c'est un nom de quartier Istanbul, simplement. C'est près de la mer, bien sûr.
Oui, c'est l'ancienne Turquie, c'est actuel encore. C'est en vrai en plus.